Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts entièrement dédiée aux professionnels de l'informatique. Alors au menu, nous allons bien entendu parler technique mais aussi fonctionnel et essayer de voir avec eux quels sont leurs défis, leurs enjeux et la manière dont ils vivent leur métier et leur passion au quotidien. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Damien Cavaillès qui est le fondateur de We Love Devs. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Bonjour Damien. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble des développeurs et particulièrement du bien-être des développeurs au travail. Alors c'est un sujet qui est assez vaste, assez complexe et puis surtout qui est assez d'actualité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de prendre un petit peu de temps pour discuter, j'aimerais bien faire un petit retour en arrière et que tu me racontes une petite anecdote. Est-ce que tu te souviens de ton premier projet informatique ? Ouais, alors du coup, j'ai pensé à plusieurs projets. Moi, je pense que j'ai fait des sites web quand j'étais ado. Mais je suis pas sûr que ce soit des vrais projets informatiques dans la mesure où on poussait un peu n'importe quoi via FTP. Mais sinon, pour moi, le premier projet qui m'a marqué, c'était quand je suis arrivé en école d'ingé, j'étais en prépa et on a fait un robot et j'ai programmé le PIC. Donc, enfin, c'est vraiment le premier projet informatique où on a géré du code correctement, quoi. Avant, je bricolais dans FrontPage ou des choses comme ça, quoi. Ouais, mais moi, je trouve que ça compte tous ces bricolages qu'on a fait avant parce que ça nous a permis quand même d'apprendre plein de trucs, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis, ça, il y avait beaucoup de relationnel, hein. Enfin, pour gérer des sites web, quand j'avais 13 ans, on était en 2000, quelque chose, même pas en 2000. On passait notre vie sur MSN à parler avec des rédacteurs et des gens comme ça pour avoir du contenu, pour avoir des relations, échanger des liens. C'était avant Google, tu vois. Mais à l'époque, j'avais presque l'impression que c'était plus facile, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais un compteur de visiteurs sur mon site web et genre, on regardait pas les visiteurs uniques, etc. Il y a 800 personnes qui ont visité mon site web, hein, je suis trop content, quoi. Putain, c'était hyper niche, genre, c'était un site de fans de Metroid, tu vois, c'est un jeu vidéo. Donc, ouais, c'est pas non plus grosse audience, quoi. Ouais, de toute façon, à l'époque, on était moins focalisé aussi sur cette histoire d'audience, quoi. Est-ce que tu peux te présenter, du coup, en quelques mots? L'idée, c'est d'essayer un peu de voir quel job tu as pu faire, quelles sont tes compétences, comment t'en es arrivé là, et puis après, nous présenter un petit peu rapidement We Love Devs en quelques mots. Ouais, du coup, moi, j'ai touché l'informatique avant de rentrer en école d'ingé. J'en ai fait beaucoup quand j'étais ado. Je suis allé en école d'ingé pour avoir le temps d'étudier. En vrai, c'était fascinant quand même, passer 5 ans où j'avais aucune contrainte financière. Je me demandais pas comment j'allais payer mon loyer à la fin du mois et j'avais un contexte de ouf pour travailler et apprendre des choses. J'ai étudié à l'ICN à Lille. C'est à l'ICN que j'ai découvert ma vie entrepreneuriale. J'ai commencé à créer des boîtes via Startup Weekend. Donc Startup Weekend, c'est des événements qui se passent le week-end où on rencontre des gens, on monte des boîtes avec eux. J'en ai fait plus de 50, notamment parce que j'ai été bénévole pour Startup Weekend pendant longtemps. Et donc c'est là que j'ai commencé à goûter à la fibre entrepreneuriale, quoi. C'est ça. Donc je faisais aussi beaucoup d'associatifs quand j'étais en école d'ingé. J'ai vraiment fait beaucoup de choses. Et en termes de pro, alors moi j'ai fait un stage de fin d'études chez Altran où j'ai fait du mobile. Ce qui me plaisait bien parce que j'étais plutôt dev que élec, mais en même temps dans mon école c'était une école d'élec, donc je fais beaucoup d'embarqués. Et le mobile, ça me plaisait beaucoup parce qu'il y a une contrainte de ressources limitées. Et ça reste un système embarqué en soi. Et ensuite, je suis allé chez Ecomobi, donc c'est une agence. J'ai notamment refait Ocean Drive, les premières versions qui marchaient sur iPad, iOS. Et j'ai travaillé en indep. J'ai fait plein de petits projets en indep pour des clients. J'ai fait le point avec ma famille. Et je pense qu'il y a qu'une seule des applis que j'ai développées en 4 ans qui sont encore en prod. C'était particulièrement inefficace, du coup, genre, tous les projets que j'ai fait. Mais c'est mes clients qui les ont pas gardés, donc. Ah, mais ça, c'est un petit travers de l'informatique, je trouve, depuis quelques années, c'est qu'on fait beaucoup de développement jetable, quand même. Bah oui, puis après, moi je faisais des applications, il y a eu une époque où en fait un entrepreneur avait une idée d'appli mobile toutes les 5 minutes. Et on pouvait mettre des applis sur les stores toutes les 5 minutes, les gens les téléchargeaient, tu vois, ça marchait. Maintenant c'est fini, mais en tout cas, voyez ça. J'ai travaillé aussi ensuite chez Trip and Drive, donc c'est une start-up où on faisait de l'autopartage à Paris. Donc les gens, ils allaient à l'aéroport, ils laissaient leur voiture au parking et on la louait quand ils n'étaient pas là. Et du coup, ils payaient pas le parking et ils gagnaient de l'argent. Donc j'ai fait des applis mobiles qui étaient utilisées par les gens, par les voyageurs à cette époque-là. Ça, c'était fun. Moi, j'ai bossé pendant 1 an et puis c'était hyper innovant. Il y avait du terrain, fallait aller dans les parkings à Orly, etc. T'avais de la boue sur la chaussure, ça me plaisait bien. Et du coup, alors, c'est à partir de là que tu t'es dit que tu as eu l'idée de ta start-up ? Ouais, alors du coup, je travaillais sur plusieurs boîtes avant. Hein. Sur We Love Devs, on a surtout travaillé sur le problème du recrutement des développeurs et on s'est rendu compte on donnait pas envie aux développeurs d'être candidats. C'est-à-dire que les recruteurs, ils approchent des gens sur LinkedIn, mais c'est vraiment l'équivalent de rentrer dans n'importe qui dans un supermarché et lui dire « Hey, salut, tu veux du travail ?» C'est vrai que c'est souvent agressif.
c'est ça, c'est brutal, c'est qu'il y a pas de contexte. Tu vois, quand tu vas acheter une GoPro chez Darty, pour citer des marques proprement, on t'a donné envie d'acheter une GoPro avant, on t'a donné envie d'aller chez Darty, ce qui fait que quand tu rentres dans le magasin, le vendeur il te dit, hey, vous voulez acheter une GoPro? Bah ouais, tu vois. Alors que là, en vrai, c'est vraiment t'es dans la rue, tu vois, t'es au milieu du centre commercial, il y a quelqu'un qui te rentre et qui rentre dedans et qui te dit, vous voulez acheter ce produit dont vous ne connaissez pas du tout la marque? Non, tu vois, c'est ça. Et donc ce marketing-là du recrutement s'appelle la marque employeur et c'est ce que fait We Love Dev. Qu'on a un job board sur lequel il y a beaucoup de contenu pour que les développeurs ils puissent découvrir des boîtes qu'ils connaissent pas et choisir sereinement en fait une boîte où ils voudront aller. Et nous on accompagne les boîtes dans le fait de produire ce contenu-là. Donc on fait des campagnes de contenu de marque employeur, on fait du conseil. Au final en fait mon métier aujourd'hui c'est principalement de la communication. Et donc on aide une entreprise comme la vôtre, une ESN peu importe la taille, à communiquer correctement sur ses différenciants pour attirer des candidats qui leur ressemblent. D'accord. Et du coup, c'est vraiment orienté pur pour des développeurs, quoi. C'est-à-dire que tout type de développement, ou c'est plutôt il y a aussi de l'expertise, du consulting, ou c'est vraiment. On commence à faire des métiers affinitaires. D'accord. Donc là, par exemple, on travaille sur des projets où on est plus sur de la data engineer, data science. On a aussi des chefs de projet, du digital, des MOA, des fonctionnels. On a aussi des métiers un petit peu plus UX avec lesquels on commence à travailler. Au final, moi, j'aime bien dire notre audience est une communauté de métiers qui sont passionnés par le logiciel en fin de course. Donc tout ce qui tourne autour du développement applicatif, logiciel, enfin tous ces métiers-là, quoi. Ouais, c'est ça. Et le conseil en fait partie, ouais. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, alors en quelques mots, vous en êtes où? Vous avez démarré quand? Vous avez combien quelles sont les métriques un petit peu que vous regardez? Comment ça fonctionne? Nous, ça fait 4 ans qu'on existe. Aujourd'hui, on a une dizaine de personnes. Il y a le site web, donc c'est un job board. Il y a 20 000 visiteurs uniques par mois. Ouais, c'est 20 000 développeurs qui viennent pour se renseigner sur les boîtes parce qu'ils envisagent de changer de carrière. Sachant que le marché, le numérique en France recrute 40 000 personnes par an. C'est 40 000 recrutements, c'est même pas des nets. Tu vois, donc on a une grosse partie de l'intention de changement de poste parce que à la fin de l'année, tu auras 250 000 personnes qui ont visité notre site web parce qu'ils envisageaient de changer de carrière. Il n'y en a que 40 000 qui ont changé de carrière effectivement en France. Et on a sur ce site web, il y a 500 clients qui périodiquement mettent des annonces, utilisent le vivier pour discuter avec des candidats. Et on a une vingtaine de clients avec lesquels on fait de l'accompagnement à la marque employeur. Et aujourd'hui, on essaie d'aller plus loin que ça. On essaie d'aller de monter à 50-70 clients parce qu'on a tout à fait la capacité à accompagner 2 fois plus de clients. On a recruté. D'accord, ok. Disons, c'est une belle croissance. Félicitations. Parce que surtout sur le marché du recrutement, il y a quand même beaucoup de très très gros, genre des plateformes comme Indeed ou des choses comme ça qui sont des énormes. Et vous posez vraiment sur une verticale très très technologique. Je pense que moi je trouve ça pertinent parce qu'effectivement dans ces plateformes-là, on trouve pas forcément des trucs intéressants, quoi. Bah c'est même au-delà de ça. En fait, imagine, tu vois, c'est pour une ESN dont les devs c'est cœur de métier ou du moins c'est un enjeu stratégique. Ça peut aussi concerner un grand compte qui a une DSI en pleine transformation. Nous, on va vraiment être une agence de communication qui a l'habitude de travailler des recruteurs et des RH et qui connaît bien l'audience des devs. Et du coup, pour une ESN où il n'y a pas de responsable communication, on est vraiment le bon partenaire parce que on n'est pas plus gros qu'eux, on n'a pas des plus grands clients qu'eux et on arrive vraiment à leur apporter de la valeur correctement. Ok, c'est très intéressant. Je te propose de passer un petit peu sur... on va discuter un petit peu aujourd'hui, comme on a dit, de qu'est-ce que c'est qu'être un développeur, c'est quoi la vie, c'est quoi ses enjeux. Je pense que tu as un point de vue tout à fait pertinent parce que, comme tu dis, t'embrasses, si je puis dire. Le terme n'est pas le bon, mais je veux dire, t'as l'habitude, t'es un peu comme moi, on en voit et on en revoit du développeur et du coup, on a peut-être un avis. Et puis moi, j'aimerais bien avoir tes lumières là-dessus. Aujourd'hui, pour toi, c'est quoi être un développeur ? C'est quoi être un développeur? Pour moi, un développeur, il résout des problèmes. C'est surtout ça qui est important. Et c'est pour ça que notre métier, c'est surtout de comprendre le métier et de créer des solutions et de les implémenter ensuite. Et c'est pour moi, du coup, le développeur, c'est pas celui qui produit le code, c'est celui qui réfléchit au problème et qui le résout. On prend les US, mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière l'US, la user story. Ouais, c'est ça. Faut prendre la user story, mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière la user story. Le MOA, il nous aurait aidé à la comprendre ça, mais à la fin, c'est nous qui résolvons le problème. J'ai l'impression vraiment que notre métier, c'est un métier de problem solver, quoi. Ouais, et puis je trouve que là où je rejoins ce que tu dis, c'est que peut-être qu'avant, ça a été plus j'ai envie de dire,
pisser les lignes de code. Et maintenant, aujourd'hui, c'est de plus en plus, il faut être, enfin, ce qu'on recherche les entreprises, c'est de plus en plus des gens qui sont capables de s'élever à un niveau de compréhension supérieur, quoi. Donc ça, ça dépend d'ailleurs de la considération de l'entreprise pour le métier du développeur. Et c'est pas propre à une industrie, tu vois, dans une industrie comme la banque assurance, tu vois, tu vas avoir AXA ou le Comex, le directeur du Comex a dit que les développeurs étaient stratégiques pour la digitalisation et lancer des nouveaux produits. Et à côté, tu as Crédit Mutuel qui a forcé, même si c'était confinement, ils ont forcé 1500 personnes à venir travailler en open space, tu vois, la première semaine du confinement, au moment où il y avait le plus de Covid, tu vois. Parce que, chez eux, les développeurs, c'est des gens qui sont à côté du data center, parce que c'est logique d'avoir les développeurs pas loin du data center. On va aller dans les machines pour les réparer, tu vois. Ouais. La considération, je sais pas, ils les voient comme des gens qui sont au sous-sol dans The IT Crowd, tu vois, voilà, c'est genre, on est des geeks qu'on cache dans un sous-sol, ça, c'est vraiment le niveau de considération. Nous, on revendique qu'on a un peu des geeks, tu sais. Ouais, c'est vrai. Mais bon, des geeks qui savent comprendre le métier et qui savent monter dans les bureaux, tu vois, c'est pas, on n'est pas enfermé. On n'est plus enfermé, heureusement. Maintenant, on nous sort un petit peu. Pour toi, c'est quoi les attentes aujourd'hui d'un développeur, j'ai envie de dire, moderne dans son travail? Du coup, la considération réciproque, là, clairement, ce niveau de considération, là, il est important. Et il y a plein de sujets. Moi, je me rends compte déjà, par exemple, qu'on n'a pas eu forcément toujours les moyens de faire du code de qualité. Moi, dans ma vie, personnellement, j'ai pas toujours eu les moyens de faire du travail de qualité. Et je suis arrivé dans des environnements où le code était dégueulasse et où je disais, attends, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu les gens avant? Et puis, 6 mois de projet plus tard, je fais oui, mais en fait, nous aussi, on va faire du code dégueulasse. Ouais, genre, on n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le temps, pas le budget. Ouais, c'est ça. Et, ouais, c'est ça. À la fin du projet, on a dépensé 200 jours et puis en fait, tu te rends compte que ça avait été chiffré à 80 au début. Ouais, donc du coup, on va bâcler le travail, en fait. Là, c'est plus possible. Donc ouais, je pense qu'avoir les moyens de faire du travail de qualité et de la considération pour notre métier, déjà, c'est 30% des développeurs en France qui ont la chance d'avoir ça, je pense. Ah ouais, tu penses pas plus que ça? En tout cas, toi, tu sens que c'est une attente de plus en plus présente chez les développeurs qui sont sur, par exemple, ta plateforme, quoi. Ouais. En fait, faut bien voir que la majorité des développeurs en France, ils sont pas en train de se promener chez le client final en régie, hein. Ils sont dans des centres de services à fermer des tickets Mantis, quoi. Et c'est pas, j'ai pas envie de faire ça. Moi, j'ai pas l'impression que quand tu fermes des tickets Mantis sans avoir le droit de parler au client, tu crées beaucoup de valeur, tu vois. Tu réponds à une problématique, mais c'est vrai que c'est pas forcément le plus épanouissant, quoi. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes au niveau des projets ou de la technologie? De l'attente au niveau des technos. Moi, j'ai un peu le sentiment qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de développeurs qui recherchent les nouvelles technos, qui recherchent vraiment ne pas être enfermés sur une techno, je te dis n'importe quoi, pendant 10 ans sur la même techno. Ils ont envie de changer, ils ont envie d'avoir des nouvelles technos. Est-ce que toi, tu ressens aussi cette attente ou Clairement, changer de techno, c'est une motivation pour changer de job, hein. D'ailleurs, on voit des gens dans les formations de reconversion, il y a des développeurs qui font de la reconversion. C'est-à-dire que quelqu'un qui faisait du Java 6 depuis 10 ans va faire une formation sur Angular en formation courte sur 6 mois. Et ça va lui permettre de changer de métier. Il y a un vrai risque à se retrouver enfermé dans une techno et d'être dans un environnement où on te laisse pas apprendre, on te laisse pas progresser en termes de techno, quoi. C'est vrai que les entreprises, elles ont pas, je veux dire, quand tu as un développeur qui fonctionne bien et comme tu dis, qui résout quelques tickets Mantis par jour, elles ont du mal à se projeter, à le vouloir faire évoluer, quoi. C'est un peu peut-être un travers. Et puis le centre de service à S400, faut bien qu'il y ait des gens derrière, hein. Ouais. Il y a 150 postes de travail et il faut qu'il y ait des gens dessus, hein. Donc et heureusement qu'ils y sont, hein. Le sujet est là et c'est pas forcément en fait, c'est ça, c'est qu'il faut se rendre compte, c'est que les développeurs qui font du React dans des startups, en fait, on a de la chance de faire ce genre de choses, ce genre de poste-là, parce qu'il y a des gens qui sont coincés derrière à faire du COBOL. Et qui voudraient changer, mais on leur donne pas la place de le faire, on leur donne pas des projets où il faudra qu'ils aient 2-3 ans d'expérience pour pouvoir changer de métier, quoi. Et donc ça, c'est un petit peu, ça pour toi, c'est les principales raisons qui font que les gens cherchent à changer de job, quoi. C'est vraiment, Ouais. Quand t'apprends plus rien dans ton job parce que tu fais on a des clients, j'ai vu des clients qui recrutent encore sur ABAP, tu vois. Il faut bien que quelqu'un fasse la maintenance sur ABAP. J'en ai fait 3 mois dans mes études et c'est tout, quoi. Je suis incapable de... Il y a des systèmes en production qui sont sur ABAP et il faut des gens qui fassent la maintenance en conditions opérationnelles et il y a même des gens qui développent des features sur ABAP, tu vois. Ouais.
au bout de 2-3 ans, t'as plus rien à apprendre sur ABAP. La techno, elle a été abandonnée pour Java par SAP depuis très longtemps, quoi. Ouais. Donc, je pense que effectivement, du coup, ça te motive si je te propose de changer de carrière et de venir faire autre chose, de faire même simplement du Java, hein, dans un environnement Tomcat, tu seras content, je pense. Ouais, c'est clair. Si tu me fais faire du ABAP ou de la S400 pendant 3 semaines, je pense que ça va vite devenir compliqué. Mais tu vois, même dans le mobile, moi, j'ai fait de l'Objective-C au début. Ouais. Et j'adorais l'Objective-C quand je faisais. Et aujourd'hui, maintenant, c'est du Swift, mais il y a encore des projets en Objective-C, bien sûr. Il faut bien que quelqu'un les maintienne. Moi, je ne saurais plus le faire, mais en même temps, je ne suis plus de Swift non plus. Mais si je devais faire un projet en partant de zéro, je ferais du Swift, tu vois. Ah bah ouais, c'est sûr. Et donc toi, par exemple, au niveau de l'environnement, donc si on se décale un petit peu du pur job en tant que tel, toi, au niveau de l'environnement, tu penses que c'est quelque chose qui compte de plus en plus, avoir l'espace de travail, ce genre de choses, ou c'est que de la com, entre guillemets, cette histoire de conditions de travail? L'environnement, en fait, c'est pas les bureaux qui font l'environnement de travail. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que les mecs, ils mettent une machine à café, ils mettent un baby-foot et ils se disent c'est super, on a un environnement de travail hyper cool, quoi. Tu sais qu'il y a des startups où les salariés ils payent leur café. Ouais. Ça, tu payes le café à la dosette. Je sais pas. Nous, c'est logique que la boîte elle paye le café. Enfin, c'est 20 balles de budget par mois. Le café, c'est pas hors de question. Mais pour moi, il y a au-delà du sujet de considération, c'est en fait avoir un environnement de travail qui soit vraiment sincèrement bienveillant. Et ça se voit. Tu vois, le fait qu'on ait l'impression que tu travailles pas quand tu es en télétravail, ça veut dire qu'on te fait pas confiance, on n'a pas forcément d'estime pour toi. Et le fait d'avoir une équipe qui est sincèrement bienveillante, que tu sois en open space, que tu sois en télétravail ou en bureau fermé ou que vous soyez multilocalisé, en fait, les gens, ils travaillent bien ensemble et ils se font confiance. Et ça, il y a au-delà de la bienveillance, il y a aussi des questions de diversité et d'inclusion. Il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui où c'est difficile de... Tu vois, par exemple, le premier biais des ingénieurs en France, ou de manière générale, en Europe, je dirais, c'est de pas faire confiance aux jeunes, quoi. Alors que tu vas moi, quand j'étais au Canada, j'ai fait un MSc là-bas. En fait, historiquement, ils avaient pas de seniors, en fait, dans les boîtes. Et du coup, les jeunes avaient plus de diplômes que les gens dans la boîte, tu vois. Ceux qui sortaient de master. Du coup, on embauchait des jeunes de l'université pour leur demander ce qu'ils avaient appris à l'université, parce qu'on considère que les universités, c'est un endroit où il y a les gens les plus intelligents du monde qui viennent pour former les jeunes générations, tu vois. Et ça, on n'a pas cette vision-là en France, donc on va pas laisser la place aux jeunes, on les écoute pas, on les inclut pas, on les considère pas forcément aussi bien que les seniors. Ça, c'est déjà, tu vois, un détail d'inclusion et de considération. Donc, imagine maintenant si t'es jeune, si t'es une femme, si t'es de couleur, si t'es handicapé, si t'es en surpoids. En fait, tout ça, ça devient déjà, il y a beaucoup de micro-harcèlement au quotidien que tu vas voir. Et en plus, tu vas pas avoir l'impression qu'on considère tes opinions. Et ça, c'est ce que j'appelle l'inclusion au-delà de la diversité. Je trouve que ça, c'est vraiment 20 fois plus important que d'avoir un open space et un baby-foot, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est des sujets hyper intéressants, mais c'est peut-être aussi les plus durs à traiter en entreprise, quoi. Parce que quand tu as une culture, tu vois, par exemple, si tu prends l'inclusion des femmes, qui est un sujet passionnant en informatique, des fois, tu vois, dans certaines boîtes, c'est très compliqué parce que t'as que des hommes depuis 20 ans et d'essayer de féminiser ou d'apporter quelque chose de différent, c'est sûr que c'est compliqué, quoi, tu vois. Moi, je trouve que c'est pas si compliqué que ça, parce que c'est assez simple de dire, tu vois, d'écrire quelque part que genre l'opinion de tout le monde est aussi important, enfin l'opinion d'une personne est aussi importante que l'opinion d'une autre personne, tu vois. Et de mettre en place, et surtout ce qu'il faut mettre en place, c'est comme des coupes-circuits, hein, en programmation, mais donc ou des fail-safe, c'est-à-dire des canaux où on peut dénoncer des mauvais comportements, tu vois, en se sentant en sécurité. Donc, c'est ce qu'on appelle la protection des lanceurs d'alerte, mais je trouve que c'est un petit peu c'est mal nommé, mais en gros c'est-à-dire que tu vois, on est tous les deux dirigeants, tu vois, et il faut que si je me comporte mal envers un de mes salariés, mon salarié puisse en parler à quelqu'un d'autre, tu vois. Donc c'est pour ça que tu as besoin d'avoir il faut qu'il y ait un espace de communication possible, quoi. Il faut que du coup un salarié puisse aller voir le délégué du personnel, et le délégué du personnel il doit pouvoir saisir la gouvernance de la société, il doit pouvoir s'occuper de ça. Il faut que le salarié ou la salariée puisse aller voir mon associé pour dire je me suis bien comporté, mais il faut que derrière il y ait des conséquences qui fait que moi du coup en fait je suis obligé de me comporter bien, et
ça me pose aucun souci en fait d'avoir mis en place ce type de dispositif parce que au final, moi, j'ai pour but que tout le monde soit bien dans la boîte. Tu vois. Et du coup, une fois qu'on a dit ça, en fait, c'était pas si compliqué. Ouais. Tu vois, de dire que ouais, effectivement, je pense que ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Je pense qu'après, c'est peut-être plus dur dans des entreprises qui sont plus vieilles, si je puis dire, où il y a peut-être une dynamique qui est plus dure à insuffler, quoi. Mais je sais pas. Oui, ça m'a l'air. Toi, il suffit d'écrire, tu vois, je pense. Ouais. Je pense qu'il suffit d'écrire. Au niveau de tes clients, c'est quoi aujourd'hui leur principale problématique? C'est vraiment, ils ont conscience de ça ou c'est vraiment ils cherchent du dev pour du dev? C'est quoi un petit peu leurs enjeux? Alors, au niveau du bonheur des développeurs, mes clients, souvent, ils ont un premier souci, c'est qu'ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. C'est-à-dire que nous, on regarde, on a plusieurs clients, donc on regarde toutes les boîtes et on essaie de trouver en fait ce qu'il y a de génial dans chaque boîte. Et souvent, je me rends compte que les gens qui sont dans une boîte, tu vois, imagine, tu vas manger le même sandwich tous les jours dans la même boulangerie, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, tu sais même plus pourquoi ce sandwich il est mieux que le sandwich de la boulangerie d'à côté. Et en fait, nous, on est là et on goûte des sandwichs tous les jours et puis on dit putain, mais votre sandwich il est trop bien, mais c'est parce que la mayonnaise elle est chouette. Et ça, maintenant qu'on l'a dit, ok, comment on fait pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui sachent que votre mayonnaise c'est la meilleure, etc. Le valoriser, quoi. En fait, tu valorises vachement ce qui est fait, quoi. Donc nos clients, ils ont du mal à se rendre compte en quoi ils sont différents et à se différencier et du coup à mettre en avant leurs différenciations. Et nous, on est à l'extérieur, on les regarde et on leur dit, en fait, ça c'est génial chez vous. Tu vois, par exemple, j'ai fait un enregistrement avec une équipe qui bosse dans une startup et les devs, ils ont 3 graphistes web designers qui sont les dev front, ils ont 3 graphistes web designers qui sont dans leur équipe, c'est-à-dire vraiment sur le même bureau, tu vois. Et ils font quand ils font la code review avant de merger sur le master, les web designers, ils viennent et ils regardent à quoi ça ressemble en production et ils disent tout de suite, ok, j'aurais pas dû faire ça sur la maquette, ou alors on fera ça, la prochaine fois on fera plutôt comme ça, on va éviter de faire ça, mais ils écrivent un post-mortem sur la pull request, tu vois. Et ensuite ils mergent. Et moi je trouve ça, ils se rendaient pas compte qu'en fait ça c'était trop bien, c'était trop du luxe. Et ils avaient des tests de non-régression visuelle aussi, avec des screenshots qui sont comparatifs. Je me dis, les gars, vous êtes méga outillés. Mais pour eux, ça leur paraît normal parce que il y en a, ils ont jamais bossé toujours, quoi. Ouais. C'est ça. Et à l'inverse, tu vois, comme on va tous à la Devox, etc., et qu'on regarde des speakers qui vont t'expliquer c'est quoi l'état de l'art, la meilleure façon de faire du code, alors qu'en production chez eux, c'est pas comme ça. Hein. En production chez eux, c'est dégueulasse. Mais ils te vendent la terre promise, tu vois, et tout le monde repart chez soi en se disant merde, c'est dégueulasse chez nous. Ouais, c'est ça. On est nul, etc. Alors qu'en vrai, il y a nous on arrive, on dit mais attendez les gars, mais ça c'est génial ça. Ce point-là, il est fantastique, il faut en parler à tout le monde, il faut raconter que vous avez la chance d'avoir ça. Le budget que ça coûte ça. Tu vois, des fois je vois un CTO, il passe mais un temps incroyable, il fait des séminaires complets off-site pour que les devs ils comprennent le métier et ensuite c'est à eux de prioriser les tâches, tu vois. Et je fais, attends, c'est un effort de malade que le mec il prend, que le CTO il prend pour faire comprendre le métier à toute l'équipe de dev pour qu'ils soient sincèrement libres de choisir, tu vois. Mais ça, je trouve que c'est un sujet intéressant parce qu'il y a cette espèce un petit peu de rêve de penser que l'herbe est plus verte dans le pré du voisin et que dans une autre boîte, ils ont tous le temps, ils n'ont pas de contraintes, ils n'ont pas de délai. Tu vois. Alors qu'en fait, dans la vraie vie, tu vois, comme toi, je pense qu'on voit beaucoup de boîtes et il n'y a pas de boîte parfaite où tu as le temps infini pour développer et tout ça, quoi. Et je pense que c'est bien de rappeler aux gens que dans leur même propre boîte, il y a des choses qui sont bien, quoi. Même s'il y a des choses améliorables, j'entends bien, mais je trouve que c'est intéressant ce travail ce que vous faites avec les clients, quoi. Ouais. Tu vois, j'ai vu une équipe où je leur demande sur l'agilité, est-ce que vous voulez qu'on en parle? Ils font non, faut pas qu'on en parle, on change de process toutes les semaines. En ce moment, je fais mais c'est ça être agile. Qu'est-ce que vous avez gardé depuis le début? Vous changez de méthode toutes les semaines. Les post-mortem, on y fait 4 heures toutes les semaines. Je fais c'est ouf. Non, parce que moi, le truc, j'ai toujours trouvé le plus chiant dans le sprint, c'était les repos. Et je dis, mais attends, vous êtes une équipe de 25 personnes et les 25 personnes, elles vont en post-mortem tous les vendredis après, mais ils adorent ça, quoi. Je suis en vrai, je sais pas comment vous en êtes arrivé là, mais faut en parler, quoi. Ouais. Ou j'ai discuté avec un data engineer et il me dit, il est arrivé dans la boîte, à la base, il était dev mobile. En fait, au bout de 3 mois, il a rejoint l'équipe data. Et je fais, mais attends, mais comment ça se passe? Comment c'est possible? Il me dit, je sais pas, nous, dans la boîte, il y a plein de gens qui font ce type de parcours. Mais ça aussi, il faut qu'on en parle. Je sais pas comment on fait, mais il faut qu'on en parle, tu vois. Parce que c'est des choses, on voudrait l'écrire sur la charte de la culture d'entreprise, ça s'appliquerait pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et
Et toi, tu vois comment parce que tu vois comment l'adéquation, si je puis dire, entre ce que te demandent les entreprises d'un côté et ce que te demandent les développeurs. Tu sens qu'il y a une espèce de convergence qui est en train de se créer ou au contraire, c'est plutôt en train de diverger sur les attentes? Ah, ça diverge complètement. Mais alors, non, c'est pas que ça diverge dans les attentes, c'est que, en fait, on a un métier qui est tellement riche que c'est hyper segmenté. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, quand tu es un développeur et que tu cherches du travail, bah déjà, il y a 2000 entreprises du numérique en France, donc des ESN, des éditeurs logiciels et des boîtes de conseil. Et il y a 14 000 boîtes qui vont recruter au moins un développeur. Tu vois, la boîte à laquelle tu penserais jamais, par exemple, c'est les Huîtres Boutrées, qui sont à Saint-Malo. C'est un négociateur en huîtres. Et ils ont un architecte BPM dans la boîte. Et il faut bien qu'il le recrute, cet architecte BPM, tu vois. Enfin, il y a un moment où il faut qu'il le recrute. Donc, t'imagines, donc toi, t'es développeur, tu peux bosser dans 14 000 boîtes en France. Mais en fait, ce que tu as envie de faire, ce qui te plaît vraiment, il y a qu'une dizaine de boîtes, voire une vingtaine de boîtes où tu pourras le faire. Donc, pour moi, il y a cette hyper segmentation, en fait, qui fait que, quand tu regardes 100 boîtes devant toi, il y en a peut-être qu'une dans ces 100 boîtes qui correspondent vraiment à ce que tu as sincèrement envie de faire. Et parce que, il y a 70, 100 000 développeurs en France, mais je pense qu'il y a du coup au moins 10 000 métiers différents en face. Moi, je trouve que c'est super ce que tu dis et c'est bon de le rappeler. C'est que, en fait, on met souvent le dev en disant c'est un dev, mais en fait, entre deux devs, c'est des métiers complètement différents, quoi. C'est-à-dire que la casquette dev aujourd'hui, elle a pas de sens, quoi. Elle a plus de sens comme ça a pu être le cas par le passé, quoi. Il y a 50 000 métiers, comme tu dis maintenant. C'est pour ça que je te dis, c'est une communauté de gens qui aiment le logiciel, tu vois. Même, tu vois, dans le service IT, il y a des gens qui sont sincèrement passionnés par le service IT, avoir des clients qui, en bout de course, sont satisfaits, ils vont regarder, se mettre derrière leur épaule, comprendre comment ils utilisent le logiciel. De faire du back-office, ça peut être fascinant, en fait, parce que, faut regarder les opérationnels ensuite, comment ils utilisent le back-office au quotidien, se rendre compte que, ce bouton-là, on avait trouvé que c'était une bonne idée, mais en fait, ils l'utilisent pas parce qu'ils savent pas à quoi il sert, tu vois. Donc peut-être qu'il faut faire la formation, peut-être qu'il faut refaire le bouton, peut-être qu'il faut rajouter un tooltip, je sais pas, mais tu peux passer ta vie à améliorer un back-office, quoi. Moi, je trouve ça passionnant parce qu'effectivement, trouver des devs aujourd'hui, moi, tous les chefs d'entreprise que je rencontre me disent on a du mal à trouver des devs parce qu'ils essaient de recruter ça, tu sais, un petit peu comme à l'ancienne, ils disent on publie une offre et puis du coup ça va tomber et on va en avoir. Et je trouve ça intéressant d'échanger avec toi là-dessus parce que je leur parlerai un petit peu de ta plateforme parce qu'effectivement, je pense qu'ils sont pas encore dans la démarche de se dire en fait c'est un choix réciproque, quoi. C'est-à-dire que t'es pas juste à postuler une offre pour avoir des devs, il faut qu'aussi le dev il trouve un petit peu son épanouissement chez toi et il faut aussi que tu sois capable de lui vendre un peu ça, quoi. Et ça, je trouve ça. Surtout que les développeurs ils consomment beaucoup de contenu avant l'annonce. Ouais. Et en fait, tu vois, il y a beaucoup de contenu sur les métiers, sur les types d'entreprises, sur les industries. Et ces contenus-là, nous, on propose à nos clients de les produire ou de les produire avec eux. Ouais. Donc, par exemple, si tu te renseignes sur le métier de data engineer dans l'industrie du jeu vidéo, tu vas trouver un contenu qui est produit par Voodoo et qui explique comment ça se produit, comment ça se passe chez Voodoo. Et en fait, du coup, au moment où le développeur il consomme ces contenus-là, il n'a pas encore décidé de changer de poste. Non. Mais il a identifié que Voodoo, c'est intéressant. Tu vois, surtout, il comprend, et je pense que c'est un des trucs les plus durs dans le frein à vouloir embaucher, parce que on a du mal à se projeter dans qu'est-ce que sera le job d'après. Et du coup, ce que tu fais là, je trouve ça intéressant, parce que du coup, ça explique un petit peu pour de vrai, et quelle est la vraie culture de l'entreprise dans laquelle tu vas t'insérer, quoi. Tu vois, il y a des métiers en plus, comme les métiers de la data, où il y a 5 à 10 fois plus de postes qu'il y a 4 ans en data. Donc, si on veut compléter tous les postes en data, on est obligé de recruter des gens qui étaient des développeurs back-end Java ou des développeurs. Tu vois, peut-être des gens qui ont fait du Ruby on Rails, mais ils aimaient bien le Python. Et du coup, peut-être qu'ils feront des bons développeurs, des data engineers sur un système en Python. Et du coup, en fait, ces gens-là, il faut les attirer. Parce que quand tu recrutes des développeurs mobiles ou des développeurs front, les chasseurs, ils savent très bien taper développeur React dans LinkedIn. C'est du monotechno, c'est ça, c'est facile. Et alors que quand tu recrutes quelqu'un pour un métier de data, en fait, il n'y a pas de gens qui ont ce titre de poste sur LinkedIn. Non. C'est des gens qui vont faire un changement de carrière. Et donc, il faut arriver à être dans le parcours de cette personne qui va changer de carrière pour faire de la data, alors que cette personne-là, elle ne le sait pas encore aujourd'hui qu'elle va faire de la data dans 2 ans. Tu vois. C'est ça, moi, je trouve ça fascinant, du coup. Et ouais, non, mais moi c'est facile. Enfin, de toute façon, tous ces métiers, moi, je trouve que ça devient de plus en plus fascinant. Et comme tu dis, on recrute de moins en moins, tu vois, juste un gars qui a un profil sur une techno, qui a fait 57 techno, et du coup, on le recrute et c'est facile et tout va bien. C'est de moins en moins le cas. Maintenant, c'est de plus en plus, un petit peu de plus en plus complexe. Le temps avance. Je voudrais
je voudrais arriver vers une petite conclusion. Alors, j'ai l'habitude de poser 2-3 questions pour finir. Moi, ma première question, c'est et c'est une question que j'aime bien poser à toutes les personnes que j'interviewe, c'est est-ce que tu as encore un rêve technologique ou un rêve de projet? Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font vibrer technologiquement? Je pense que si demain je redevenais développeur, j'aimerais bien faire du système embarqué bas niveau. J'aimerais bien retravailler sur de la compilation, sur des Cortex M4 et des choses comme ça dans des environnements vraiment, genre, tu sais, des développeurs hardware, quoi. D'accord. Ça me ferait rêver. Je voudrais avoir les doigts dans l'électronique. Je voudrais avoir un poste de fer à souder à côté de moi dans mon bureau, tu vois. Là, c'est marrant parce que du coup, t'es monté très très haut dans les couches d'abstraction, si tu veux, dans les langages. Et là, t'as envie, si t'avais encore un rêve, ça serait au contraire de revenir au plus bas niveau, quoi. Ben ouais, et en vrai, ces postes-là, ils sont très rares, ils sont difficiles à trouver, rare. mais... Puis il y en a de moins en moins en France, hein. Ouais, et puis même, tu vois, j'ai des copains qui travaillent dans des boîtes comme ça, ils font du FPGA, et en fait, ils mettent des Linux sur les FPGA tout de suite, et ça devient déjà hyper haut niveau en 2 minutes, alors que t'es sur des objets qui tiennent dans la main, et il y a un Linux dessus. C'est un truc de fou. Vous avez oublié qu'on vous à la base. Oui. Et en deuxième question, ma deuxième question que j'adore poser, c'est est-ce que tu peux me donner une définition, en tout cas ta définition, de qu'est-ce que c'est une bonne technologie et qu'est-ce que c'est qu'un bon projet? Alors une bonne technologie pour moi, il y a un vrai intérêt en termes de métier. Tu vois, il faut utiliser du Node si tu as envie de faire du WebSocket, il faut utiliser du Python si tu veux faire de la data science, il faut utiliser du Java si tu as besoin de concurrence. Mais ouais, il faut une bonne techno pour moi, elle a compris comment se différencier en termes de cas métier. Le cas métier doit justifier la techno. Et un bon projet, du coup, c'est un projet qui a compris comment il crée de la valeur métier, quoi. Et qui s'est installé en fait, si tu veux, c'est compliqué de créer un produit logiciel qui est pas déjà adopté. Et donc, pour moi, il y a tout le travail avant pour faire en sorte Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Créer un produit logiciel qui est pas déjà adopté? Tu vois, c'est tous les cycles en V où t'as quelqu'un qui comprend pas exactement le métier, qui a écrit un cahier des charges, on pond un cahier des charges, et puis à la fin, les gens, ils l'utilisent pas parce qu'en fait, il est pas bien fait pour eux, tu vois. Ça, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire, tu vois. Pour moi, un bon projet, c'est, t'as un sponsor qui dit, je veux créer de la valeur pour tel utilisateur, et nous, les développeurs, on va voir tel utilisateur, et puis on passe du temps à côté de lui à comprendre c'est quoi son métier, les tâches qu'il fait tous les jours, et on crée un produit logiciel qui au quotidien l'aide un petit peu plus, tu vois, tous les jours on l'aide un peu plus. Moi je rêverais d'avoir un projet comme ça où on a un budget et des ressources, on me dit t'as une équipe de 5 à 10 personnes et il faut changer la vie de telle personne dans la boîte, tu vois. Et je fais OK. Et on a combien de mois? 6 mois? Okay. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent les projets aujourd'hui en informatique ils sont souvent décidés au niveau top management et pas du tout, comme tu dis, proche des opérationnels, des gens qui l'utilisent. Et effectivement, je trouve que cette approche de se dire on va essayer vraiment de simplifier et d'aider la vie des gens qui sont sur le terrain, c'est quelque chose de hyper important et pour le coup c'est gratifiant, quoi. Parce que je pense que comme toi, comme moi en tout cas, on a fait des tonnes de projets qui étaient décidés par une direction X ou Y et qui en fait il n'y avait pas vraiment de plus-value hormis satisfaire la direction, quoi. Oui, c'est ça. Puis moi, je trouve que nous, on a un métier qui vit par procuration. Tu vois, si tu fais des logiciels dans l'aviation, en fait, le métier, tu vas vivre le métier des pilotes de l'avion par procuration et tu vas essayer de te passionner pour leur métier, le comprendre un maximum. Et puis, j'ai l'impression qu'on est des caméléons, tu vois. Donc, tous les 3-4 ans, tu peux changer de métier. Donc, demain, tu vas essayer de comprendre le métier d'un assureur et d'aller jusqu'au bout, de comprendre comment le logiciel peut changer la vie d'un assureur. Tu peux le faire dans 20 000 métiers différents. Ouais. Moi, j'ai toujours eu du mal, tu sais, sur les CV, tu vois souvent des développeurs qui ont une spécialité métier et je me dis, c'est hyper restrictif parce qu'en fait, quand tu aimes l'informatique, tu peux travailler dans n'importe quel métier, justement. Et de se mettre, tu vois, genre, je suis de la finance, ouais, mais tu peux faire autre chose, quoi. Tu vois, c'est pas... Je l'ai pas fait exprès. Je me suis retrouvé à faire l'automobile beaucoup parce que j'ai travaillé avec un client dans l'automobile, j'ai travaillé chez Trip and Drive et puis j'ai travaillé avec un autre client automobile. Du coup, à la fin, je faisais j'ai fait un projet assez long avec du Bluetooth Low Energy, une appli mobile et on était en train de travailler sur un port OBD. Donc, faut que je comprenne comment ça marche un buscan dans une voiture, un port OBD, le Bluetooth et à la fin, on fait une appli mobile et il faut remonter les données vers un serveur et que ce soit assez consistant. Il se trouve qu'à la fin, quand je rencontre un client qui a au moins 2-3 des composantes, il n'y a pas 10 personnes en France qui savent faire du port OBD et des applis mobiles, tu vois. Non, clairement. C'est hyper spécifique. Je ne suis pas spécialisé à mon gré, mais au final, moi aussi, j'aimais bien ces projets-là. Et puis, je me suis retrouvé à faire, ça fait 4 ans que je fais de l'automobile, mais j'avais pas fait ça à la base.
j'avais pas vu venir, tu vois, c'était pas mon projet, hein, c'était pas mon intention. Bon, en même temps, moi, je suis toujours surpris, tu sais, les recruteurs qui demandent quel est votre projet professionnel à des gens qui rentrent sur le marché du travail. Enfin, c'est super dur parce que t'en sais rien. Enfin, moi, quand je me souviens très très bien être rentré sur le marché du travail, j'aimais la technologie, mais j'avais aucune idée de ce que je voulais faire derrière, quoi. Moi, je trouve que ce qui est très motivant aujourd'hui, c'est l'impact. Tu vois, déjà, chez Trip and Drive, j'aimais bien parce qu'on était déjà dans de l'économie circulaire, on aidait les gens à mieux utiliser les ressources et à moins les gâcher, tu vois. Et je vois aujourd'hui des développeurs qui sont prêts à changer de boîte pour changer d'impact ou qui réfléchissent à l'impact autrement, tu vois. Tu bosses chez Decathlon, bah, en fait, t'es en train de bosser pour une boîte qui achète du coton pas cher en Inde, qui le fait sous-traiter par des Chinois mal payés et qui ensuite le ramène en France pour le vendre pas cher à des gens, tu vois. Bah, ça, il y a des gens qui sont à l'aise et d'autres qui sont plus à l'aise avec ça. Et aujourd'hui, nous, on est dans un métier, on a le luxe de dire, bah, je suis pas à l'aise avec ça, j'ai pas envie de faire ça. J'ai des copains qui veulent pas bosser dans l'armement et d'autres qui sont contents de bosser chez Thales, tu vois. Ben, moi, je respecte tous ces parcours et tous ces choix. Et je les trouve bien et j'aimerais que les gens, ils y réfléchissent plus, tu vois. À se dire, bah, ok, dans telle boîte, j'aimerais bien bosser, dans telle boîte, j'aimerais pas bosser pour ça. Ouais, d'avoir une vraie vision de ce qui est raccord avec tes valeurs, quoi. Bah, c'est sûr que si t'es cycliste, moi je suis un cycliste engagé au quotidien, bah, en fait bosser dans l'automobile, ça me plairait plus du tout aujourd'hui. Ouais. On va finir par une dernière question. Est-ce que t'as un conseil pour nos auditeurs? Alors ça peut être pour les entreprises, ça peut être pour les candidats, ça peut être pour les développeurs, ça peut être un jeune, pour n'importe qui. Est-ce que t'as un conseil à nous donner? Bah, que ce soit pour les candidats ou que ce soit pour les entreprises, moi je vous recommande vraiment d'être clivant. On essaie beaucoup de plaire au plus grand nombre. Donc tu vois, même les candidats qui vont aseptiser leur CV pour avoir le maximum de retours de la part des recruteurs, dans le fond, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, tu vas aller faire des entretiens et il y en aura beaucoup qui te plairont pas et ça va pas marcher parce que ton entretien sera pas cool. Et à l'inverse, dans les boîtes, moi, il y a beaucoup de boîtes qui me disent, qui font des CV, des annonces et qui essaient de plaire au plus grand nombre. Puis à la fin, ils reçoivent plein de gens en entretien et ils me disent, il y a 9 candidats sur 10, ça se passe pas bien. Ouais. Il faut pas hésiter à être clivant et à comprendre pourquoi les gens dans notre boîte, ils sont heureux et à l'exprimer correctement pour attirer des gens qui ressemblent à ça. Et quand tes candidat explique qu'est-ce qui te rend sincèrement heureux, et en fait du coup ça va fitter plus vite et plus fort avec des boîtes qui peuvent répondre à ce besoin. Parce qu'à la fin de la journée, les boîtes, elles sont plus productives et plus efficaces s'il y a des gens qui sont sincèrement heureux et épanouis qui y travaillent, quoi. Donc plutôt du qualitatif que du quantitatif, quoi. C'est vraiment ça aujourd'hui. Toi, ta reco pour le recrutement, aussi bien du côté dev que du côté entreprise, quoi. Okay. Et il faut pas essayer de plaire à tout le monde et il faut comprendre sincèrement pourquoi on est heureux. Il y a un travail d'introspection. Faut être honnête avec soi-même, quoi. Ouais. Je pense que moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je disais alors récemment, pour conclure, des statistiques alors d'une autre startup qui se lançait, qui me disait que le nombre de personnes qui démissionnaient dans les 3 mois de leur job, c'était un truc de dingue, quoi. Et c'était un temps perdu fantastique parce que tu as essayé d'intégrer un mec, tu l'as formé et il est parti, quoi. Donc il faut éviter ça au maximum, quoi. Et en même temps, la période d'essai, ça sert à ça. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute, faut pas recruter. Moi, je suis pas d'accord, faut recruter les gens et puis si ça marche pas, on change, tu vois. Ouais. Mais faut pas hésiter justement à prendre des risques dans sa vie professionnelle. Tu vois, si tu changes de boîte et qu'au bout de 3 mois tu t'en vas parce que ça te plaisait pas, c'est trop bien. Garde à l'esprit que tu peux quitter ta boîte, aller dans une autre boîte. Au bout de 3 mois, ça te plaît pas, tu t'en vas et tu vas dans une autre boîte. Il faut expérimenter les choses dans sa vie professionnelle. On n'est pas sur Terre pour souffrir et on a un métier qui est hyper privilégié. Il faut en profiter, quoi. Super. Écoute, moi j'ai trouvé cette conversation passionnante. J'ai envie de te remercier. Donc je rappelle, Damien Cavaillès, donc tu es fondateur de We Love Devs. Donc j'imagine que vous tapez We Love Devs sur internet et c'est très facile. On mettra dans tous les cas dans les liens du podcast, on mettra la référence à tout ça, ton adresse LinkedIn et tout ça. Moi je voulais te remercier, c'était super sympathique et j'espère te revoir bientôt, peut-être sous un autre format parce que du coup j'ai l'impression que tu as plein de choses à raconter et je pense qu'on pourra peut-être aussi se rejoindre sur notre autre format qui est plus orienté tech, un de ces 4. C'est cool, super cool. Merci Damien. Au revoir. À bientôt. Au revoir.